Malgré sa taille assez petite, le village de Molière possède une richesse patrimoniale que peu de communes peuvent se targuer d'avoir. Cette petite bastide, typique du Beaumontois, en Dordogne, possède divers monuments qui marquent encore de leur empreinte le paysage environnant. Mais le plus notable de ces bâtiments reste sans aucun doute l'église Notre-Dame de la Nativité. Une église que quelques personnes désiraient découvrir, et ce sera chose faite dans ce nouvel épisode de Secret d'église. La première église de Molière fut appelée sous le vocable de Saint-Jean. Située au nord de la Bastide, l'église était appelée, au Moyen-Âge, Sancti Ioannis de Molari. Qu'on se mette d'accord, l'église actuelle est dédiée à Notre-Dame de la Nativité. Parlons un peu de la Bastide de Molière, fondée en 1282. 4 ans plus tard, elle reçoit sa charte des coutumes. Pour ceux qui ne savent pas, une charte de coutumes est un document juridique apparu vers le XIIe siècle, au moment de l'apparition des Bastides. Ce document régissait les droits et privilèges d'une bastide. Pour revenir à Molière, l'église fut construite assez loin de la place centrale de la bastide, chose assez rare dans le plan classique des bastides. Cette église, terminée au XIVe siècle, à nef unique, avait une certaine ressemblance avec l'église de Beaumont-en-Périgord, distante de seulement quelques kilomètres. Il s'agissait d'une imposante église possédant notamment 2 tours et de larges contreforts. Au XVe siècle, la fenêtre du chevet fut refaite afin d'ajouter des remplages de style gothique flamboyant. À la fin du XVIIIe siècle, les voûtes étaient en état de ruine, probablement dû au contrefort trop faible. En novembre 1771, les menuisiers Bernard Clerc et Joseph Loubia remplacèrent cette même voûte par lambris. Au milieu du XIXe siècle, le bâtiment est pratiquement en ruine. En témoigne le dessin de Léo Drouin, daté du 21 juin 1846. Montrant une toiture et une tour sud effondrées. L'année suivante, la couverture est restaurée. Cette opération durera 3 ans. Le lambris est remplacé par un lambris en anse de panier et les murs sont rehaussés de 2 mètres. La tour sud, quant à elle, disparaît complètement. À la place sont ajoutés un contrefort à l'extérieur et une chapelle à l'intérieur. Quelques décennies plus tard, le chevet, plat, fut modifié, laissant place à une abside à 5 pans. Dans cette même période, l'église fut dotée de vitraux par le maître verrier Henri Feur. De nouvelles fenêtres sont d'ailleurs percées dans les murs latéraux. En 1908, l'église est complètement restaurée. Une autre restauration est effectuée entre 1979 et 1982. À la fin de la restauration, une cuve baptismale ornée de fleurs de lis, trouvée dans le presbytère, est placée dans le monument. En 1986, la rose de la façade est revitrée. Concernant la sauvegarde de l'édifice, Notre-Dame de la Nativité est classée depuis le 12 octobre 1948 pour son clocher et ses façades, tandis que le reste ne sera classé que le 28 janvier 2013. Nous sommes ici dans une église de style primaire. Primaire, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elle fait partie d'un style de gothique, qui sont les tout premiers gothiques, à la frontière entre l'art roman et l'art gothique. Celui que nous expérimentons ici est l'art gothique primitif vallon. C'est un peu long, je le concède, mais en vérité, rien de bien compliqué. Tout ce qu'il faut retenir, c'est un plan basilical, ce qu'on appelle aussi plan en église hall. L'église hall est un peu différente, mais on retrouve surtout ça dans des pays comme la Belgique ou comme les Pays-Bas. Ici, nous sommes sur un plan basilical complètement pur, simple et dur. Rien de plus simple. Juste une nef longue, carrée, simple. Et ici, on a un chœur avec une abside unique. Là aussi, rien de bien compliqué. Nous sommes dans une église traditionnelle et qui pourtant offre bien des charmes. Les vitraux sont plutôt beaux, on appelle ça des vitraux élancés, à la mode wallonne, contraire à la mode lombarde. Et sur la façade, on remarque des entablements, des espèces de traits de pierre qui délimitent les plusieurs étages de la façade. On a ça par exemple à la cathédrale de Limoges,
Oui, où se situent les entablements les plus flagrants, je dirais même les plus flagrants, de toute la culture architecturale française. Donc ici, nous sommes dans une église quand même avec des vestiges romanes, clairement visibles, mais aussi des demi-colonnes engagées, ce qu'on peut voir ici. On appelle ça des colonnes engagées. Plusieurs colonnes engagées forment une colonne fasciculée. Ici, vous le remarquerez, nous n'avons pas de colonne fasciculée, car trop peu de colonnes engagées. L'église de Molière comporte 2 cloches. La plus grosse sonne un Fa dièse 3 et la plus petite un La dièse 3. Elles ont été fondues la même année par les mêmes fondeurs, à savoir en 1864 par les fondeurs Cazes et Pourcel. Ces 2 fondeurs ne vous diront sûrement rien, mais en secret d'église, on les a déjà croisés. Pourcel tout d'abord, nous l'avons croisé dans l'épisode numéro 3, à savoir celui consacré à Beaumont du Périgord. Cazes, vous l'avez sûrement déjà vu dans l'épisode secret d'église hors série consacré à Monsage. En effet, c'est lui qui avait fondu les 2 cloches de l'église de Calvac en Périgord. Bon, on a eu un petit problème lors de ce tournage. C'est qu'en effet, ces 2 cloches ne peuvent pas sonner ensemble, parce que sinon elles se cognent. Donc vous allez assister à un plénum reconstitué avec les 2 cloches envolées. On a fait les solos de chacune des cloches. Nous remercions tout d'abord la mairie de Molière pour nous avoir accordé l'accès à l'église, et plus particulièrement Madame Paulette Carrier qui nous a donné les clés et qui nous a laissé monter dans le clocher et qui a aussi activé les cloches. Nous remercions aussi mes grands-parents qui nous ont amenés à Molière, rien que ça. Et enfin, nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout et nous vous disons à très bientôt pour un futur épisode de Secret d'Église.